your souls to the gods rock and roll. Il semble loin le temps où Chronos beuglait ses black metal en vociférant comme un veau mené à l'abattoir. De Bathory à Elhammer et de Venom à Celtic Frost, les précurseurs du black metal n'imaginaient certainement pas à l'époque que leurs prémices musicaux, particulièrement écrits par la presse, se verraient quelques années plus tard quasiment canonisés et introduits au rang d'icônes par de sombres rejetons avides d'extrémisme musical. Plus que jamais semblable à une immense nébuleuse obscure difficilement pénétrable, le black metal est un vivier quasiment intarissable de groupes et d'individualités farouchement attachées à leurs principes, leurs convictions et leur conception de ce qu'est et ce que doit être l'essence du black metal. Je vous avais promis dans un précédent épisode de vous parler des autres bouquins qu'a écrit Dial Patterson, le super journaliste anglais passionné de black metal qui avait écrit Into the Abyss, dont je vous avais parlé il y a quelques mois dans un précédent épisode de Riz & Moll. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de The Cult Never Die, donc le premier bouquin qui est sorti chez Camion Blanc de Dial Patterson, super bouquin évidemment consacré au black metal, un bouquin de 460 pages, avec des interviews d'artistes aussi divers que Satyricon, Kampfar, Solefad, Wardruna, Arcona, Evil Fist, Mugwa, Bethlehem, Silencer, Forgotten Tools, un bouquin traduit par Emilian Wake, qui avait déjà travaillé sur Into the Abyss. Et là, je vais faire une petite parenthèse, parce que dans une de ses vidéos, Sacrifice avait, une de ses vidéos qu'il avait consacrée au black metal et au livre, il se demandait combien de temps ça pouvait prendre pour traduire des bouquins comme ça. Donc j'ai directement demandé à Emilien, qui m'a dit que c'était 3 à 4 mois de travail à temps complet, le temps de faire une première traduction, de comparer la première traduction à l'original, de faire une relecture pour enlever les coquilles, les tournures de phrases qui n'étaient pas jolies, pour éviter les répétitions, pour vérifier les citations, etc., etc. Donc un gros boulot. Voilà, on peut que féliciter Emilia par rapport au travail qu'il a fait, vu qu'au final, ça reste un super bouquin pour les passionnés de black metal. Alors contrairement à Into the Abyss, où c'était une succession d'interviews voilà, où les groupes n'avaient pas forcément de lien très évident les uns avec les autres, excepté le fait que c'était tous des groupes de black metal, The Cult Never Die, lui, se découpe en 3 parties. Une première partie qui s'appelle Une introduction à la Norvège, deuxième partie Une introduction à la Pologne, et la troisième partie Une introduction au DSBM, donc qui est à mon sens l'interview, enfin la partie avec les interviews qui sont vraiment le plus intéressantes. Je vais piocher un petit peu voilà, dans ces 3 parties pour vous parler des choses qui m'ont plus particulièrement interpellé. Et donc on va commencer tout de suite avec un personnage très célèbre et un groupe très connu, Satyr de Satyricon. Satyricon est un des rares groupes de black metal à avoir réussi à briser le fameux plafond de verre pour en arriver à un succès commercial, les sortant du carcan strictement black metal. S'ils ont sorti des albums absolument incontournables comme Dark Medieval Times et Nemesis Divina, la suite de leur discographie est largement plus sujette à discussion, y compris parmi les amateurs les plus modérés. Satyr, le leader du groupe, reste cependant un personnage important de la scène black metal, que cela soit au travers de ses compositions les plus flamboyantes ou de l'histoire de son label Moonfog. Le gaillard est un musicien clivant qui pèse tout autant ses mots, qu'il ne fait pas de quartier dès lors qu'il s'agit de tailler dans le gras de ses collègues. L'image d'Épinal du blaqueux imbu de lui-même et condescendant, Satyr propose ici une interview posée et réfléchie où il évoque en détail son parcours tout en n'oubliant pas de coller quelques bourre-pifs au passage, histoire de rester bien dark. Alors Satyricon, on le sait, c'est l'histoire de 2 hommes,
de Satyr et de Frost. Donc ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette interview, c'est que Satyr explique comment il est venu au black metal et surtout comment il a rencontré Frost. Il dit que c'est Faust d'Emperor qui les a présentés parce qu'il avait demandé à Faust de jouer dans son groupe et qu'il lui avait dit non mais moi je vais pas pouvoir m'investir à temps complet dans ton groupe, mais je connais un mec qui a justement prévu d'arrêter la batterie, mais je pense que vous auriez des atomes crochus et que si tu arrives à le convaincre de continuer la musique, il pourrait vraiment le faire dans la place en fait, dans le type de personnalité que tu recherches. Et du coup, Faust, il avait vraiment eu le nez creux en présentant Frost à Satyr, vu que lorsque Satyr il a rencontré Frost, il s'est dit techniquement, il n'est pas terrible. En tout cas, nous, on est meilleur que lui techniquement, mais il a senti en lui la flamme, en tout cas l'essence de ce qu'il recherchait, la passion qu'il recherchait, et du coup, il a réussi à le convaincre de continuer la musique et de s'investir dans le groupe dans lequel il jouait, Satyricon. Il parle aussi de Moonfog et notamment du moment où il a accueilli Darkthrone après la sortie du controversé Transylvanian Hunger. En effet, à cette époque, Peaceville, le label de Darkthrone, avait lâché le groupe à cause de ses prétendues accusations de sympathie avec le nazisme. Satyr, appréciant particulièrement Fenris et Nocturne Occulto, qui avait même joué avec lui sur un album, il les accueillit chez Moonfog, malgré les difficultés de distribution que cela entraîna et les nombreuses questions des journalistes qui en découlèrent par la suite. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que Satyr est quelqu'un qui n'est pas dans la fuite ou le délit de ce qui lui est reproché. Il sait qu'il y a une sacrée partie de la scène black metal qui n'aime pas ce qu'il a fait récemment et ou ce qu'il est devenu. Lui réagit souvent en venant mettre en cause directement l'intégrité des gens qui l'attaquent, en lâchant des anecdotes bien saignantes où il révèle tout le côté hypocrite et poseur des personnes qui le mettent en cause. Bref, un sympathique petit moment d'histoire de Satyricon, élevé par le verbe effronté de ce brave satyre. Ensuite, j'ai choisi Solephad. Je sais pertinemment que certains ne vont pas apprécier car ils n'assimilent pas le groupe à la scène black metal. Il est vrai que Solephad assume cette juxtaposition du familier et de l'étranger, voire du connu et de l'étrange. Ils n'ont cessé, comme le dit très bien Daniel Patterson, de questionner cette musique en remettant en cause sa signification et en repoussant toujours plus loin ses concepts musicaux et sonores. Si j'ai choisi cette interview plutôt que celle de Maness ou Wardrona, c'est que les musiciens ont un discours extra-musical très intéressant. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'ils racontent, mais on ne peut nier que leurs propos sont argumentés et étayés. En un mot, Solephad, c'est le romantisme passéiste face au réalisme grinçant, l'introduction violente de musique urbaine dans un contexte traditionnel. Des beats, des influences et un flow inspiré du hip-hop, des lyrics assez différents de ce qui se pratiquait au milieu des années 90 dans le black metal, avec des paroles parfois étranges, comme le curieux refrain sur les toilettes publiques cassées, basé sur l'urbain, l'irrationnel, en se détachant des lyrics basés sur la spiritualité, la nature ou la contemplation. Il parle aussi beaucoup du nationalisme et notamment du nationalisme romantique au début du black metal norvégien. Beaucoup de phénomènes expliquent selon eux la tendance droitarde de la scène black metal de l'époque. Ils expliquent par exemple qu'ils pensent que la vénération de la nature, le mysticisme, se balader en forêt la nuit, se baigner dans les lacs, est en lien avec le côté traditionnel et folklorique de la Norvège. Patterson explique aussi que la Norvège est un pays où la nature est très présente, même en ville. Il ne faut pas marcher beaucoup pour tomber sur de la verdure. Sans vraiment peut-être en prendre conscience, les Norvégiens sont donc très proches de la nature et en ont vraiment besoin. De nombreux groupes ont rejeté le côté industriel de la société, ce côté capitaliste, cannibale, qui a détruit un peu le côté immaculé de la nature. Et ce rejet des politiques et des sociétés modernes ramène vers des sociétés plus traditionnalistes, même si elles sont parfois un peu fantasmées. De plus, à cette époque, à Oslo, une première vague d'immigration pakistanaise est apparue. Il y avait chez eux des gangs violents, ce qui était nouveau pour les Norvégiens. Certains ont donc réagi avec des tenues paramilitaires et des attitudes d'extrême droite. Ces éléments reliés au côté extrêmement provocateur des symboles nazis ont conduit à la popularité de l'image d'extrême droite. Certains s'en sont d'ailleurs détachés assez vite, d'autres s'y sont maintenus de manière plus tenace. De plus,
le métal reste solo, majoritairement conservateur et assez arc-bouté sur ses positions. Il parle aussi d'un sujet qui est très intéressant, c'est le financement public en Norvège de certains groupes de black metal. Alors Solefald explique par exemple qu'en Angleterre, les fonds publics peuvent être distribués à des musiques plus bourgeoises, plus traditionnelles, qui n'en ont pas nécessairement besoin, comme la musique classique. Et eux disent qu'ils sont fiers que la Norvège ait utilisé le black metal comme carte de visite culturelle, avec cette espèce de réflexion en se disant on peut être d'accord ou pas, on peut très bien ne pas être d'accord avec ce qu'a fait Gaal, avec ce qu'a dit Gaal, mais nous, on reconnaît voilà, la valeur et l'importance de son œuvre musicale. Ils disent par contre que ça a un côté un peu pervers, où les groupes en fait provoquent moins, sont moins dans une attitude punk et provocatrice, et qu'ils ont plus envie d'une carrière rêvée, comme celle d'Emperor par exemple, et qu'il faut... Il y a des exceptions, ils disent que évidemment Toki, avec les discours qu'il a pu avoir, c'est vraiment une exception à la règle, mais que voilà, pour vraiment chercher des groupes qui sont sulfureux et provocateurs, il faut dorénavant aller chercher ailleurs qu'en Norvège. Ils poursuivent en disant que nombre de combos ont des discours liés à l'extrême droite, mais que finalement tout dépend du pays et de l'environnement qui est le tien, car pour certaines personnes, les propos de Toki par exemple ne sont pas du tout choquants. Alors comment continuer à choquer ? En allant toujours plus à droite ou en changeant de paradigme? Que devient la place de l'antichristianisme? Est-ce que les attaques vers les deux autres religions monothéismes vont se généraliser? Quelle va être ou doit être la place du spirituel ou le black metal? Et si Solefald continue à parler de l'identité du Nord, et ils veulent continuer à parler de l'identité du Nord en l'observant sous divers prismes, ils refusent le nationalisme norvégien, une super interview d'un super groupe. Kom sterke stormen fra her og lønn, forstå min vilje, løyt min streng. Og liv ifra underregn, og styr med leir på dag i sjøen. Kom storm og alt det holde liv, kom løs moraker ifra ørleik og... Alors on passe ensuite à la partie que je préfère, la troisième partie dans le bouquin qui est consacrée au DSBM. On y trouve des interviews de Strid, Bethlehem, Silencer, Forgotten Tubes et Total Negation. Dans l'interview, dans l'épisode sur Into the Abyss, je vous avais parlé longuement de l'interview de Nocturnal Depression, le super groupe, avec cette interview où il y avait Lord Locred et Air Suicide. Et je vous disais que ce qui m'avait marqué, c'était les propos de Air Suicide, qui était vraiment quelqu'un où on sentait voilà, cette lourdeur, cette mélancolie, cette tristesse, ces pulsions négatives. Et que pourtant, en fait, il ne semblait pas être dans la provocation, ça semblait tellement être ce qu'il était, et qu'il n'avait pas joué, on comprenait qu'il n'avait pas joué du DSBM pour rien, tant en fait ça semblait naturel pour lui. Dans cette interview, m'avait beaucoup marqué, elle avait un certain côté malaisant, que l'on retrouve dans les interviews de Silencer, de Forgotten Tubes ou de Bethlehem. Bethlehem, c'est un des groupes fondateurs du DSBM. Formés en 1991, ils baptiseront au départ leur métal du dark metal. Seul le bassiste, clavériste et parolier Jürgen Bartsch résistera à l'érosion des va-et-vient du line-up. Originaire de Grevenbroich, il décrit son enfance comme particulièrement merdique, partagée entre la violence physique et morale qu'il subissait de la part de son entourage et de son père, qui était aussi un musicien de rockabilly. Travailler à la mine ou devenir criminel semblaient les seules alternatives qui semblaient s'offrir à lui. Du coup, pas vraiment étonnant que le bonhomme se soit tourné vers la musique, qu'il se soit orienté vers un métal particulièrement sombre et négatif. Comme il le dira plus tard, ce n'était pas vraiment thérapeutique, mais ça soulageait un peu. Ce qui est assez étonnant par rapport à certains de ses collègues, c'est que Bartsch affirme que Bethlehem l'a transformé en une personne plutôt sociale et positive. En tout cas, pas un cinglé comme pouvait l'être son père, complètement violent, alcoolique et asocial. Il parle aussi des côtés controversés du groupe, notamment du suicide d'un de leurs fans de 15 ans, qui avait entraîné le groupe dans une spirale judiciaire assez éprouvante. Il parle aussi de la célèbre photo où il se pique à l'héroïne, de ses prétendues sympathies pour le national-socialisme allemand. Élément qui pourra par contre intéresser les fans,
c'est en toute fin d'interview, lorsqu'il développe son concept de ce qu'il appelle la trilogie en studio. Jamais il ne l'avait fait avant cette interview, et les détails qu'il donne, même s'ils sont ordonnés d'une manière particulièrement rigoureuse, donnent des pistes de réflexion très intéressantes sur ce qu'il cherchait à exprimer dans cette trilogie. Puis il y a ensuite les inquiétants Silencer, du groupe duo suédois qui a sorti qu'un seul véritable album en 2001, Death Pierce Me. Alors c'est un album qui est considéré comme culte parce que c'est un album qui est particulièrement immersif, particulièrement où on sent vraiment le désespoir à travers le chant du chanteur Natram, qui a un chant qui est particulièrement perçant, particulièrement aigu et désespéré. Alors dans cette interview, il parle de plusieurs sujets qui sont vraiment très intéressants, et notamment des rumeurs et des légendes qui entourent la personnalité de Natram. Alors si vous ne connaissez pas le groupe, si vous ne connaissez pas la musique, je vous conseille d'une part d'aller écouter, mais vous connaissez certainement ces photos qui sont issues d'une session photo d'avant l'apparition de l'album de Natram. Une des premières rumeurs disait qu'à l'occasion de cette session photo, Natram s'était mutilé les mains, qui s'était véritablement coupé les mains, et qu'il les avait remplacées par des pieds de cochon. Bon, c'est pas vraiment crédible, mais ça montrait un petit peu l'image et l'aura de folie qu'il y avait autour de ce personnage et autour de ce groupe. Et la deuxième rumeur, qui elle est beaucoup plus sordide, disait que Natram était un échappé, un évadé, quelqu'un qui s'était évadé d'un hôpital psychiatrique. Dans le premier album, tous les remerciements de Natram, enfin beaucoup, étaient directement en lien avec l'hôpital psychiatrique et les urgences de Vasjo. Il remerciait les internes, l'équipe, il remerciait même des médicaments. Et du coup, l'histoire disait qu'il s'était échappé à un moment de l'hôpital psychiatrique où il était enfermé, qui s'était saisi d'une hache et qu'il avait attaqué deux enfants dans la rue en blessant une à la tête et l'autre à la jambe. Alors c'est pas vrai, Natram il n'a pas fait ça, mais cette histoire est basée sur des faits réels, puisqu'il y avait réellement à une époque un patient de l'hôpital psychiatrique qui s'était échappé et qui avait attaqué deux enfants dans la rue, donc qui avait survécu heureusement. Par contre lui, la personne qui les avait attaqués s'était suicidée quelque temps après, donc une anecdote comme ça particulièrement glauque. Il y a aussi une rumeur courant sur le fait que cette personne aurait été le frère de Natram. Enfin, il y a plusieurs rumeurs comme ça assez glauques qui courent sur ce groupe et sur ce personnage, et qui rajoutent encore davantage au côté sordide initial de la musique de Silencer. J'aurais pu aussi vous parler des interviews de Total Negation ou de Forgotten Tombs. Forgotten Tombs d'ailleurs, cette interview que j'ai vraiment trouvée très particulière, parce que c'est vraiment un groupe fondateur de cette scène, et que je retrouve pas vraiment dans cette interview et dans leurs propos, ce que je retrouve chez Nocturnal Depression ou chez Silencer ou chez d'autres. Ils ont plus une attitude assez classique de black metal nihiliste, misanthropique, avec un discours qui est très provocateur, mais ils disent à un moment par exemple que le Air Morbid, il dit qu'il y a un fan qui un jour était venu le voir à un concert et qui lui avait dit qu'il y avait un de ses potes qui battait sa copine parce qu'il était inspiré par la musique de Forgotten Tombs. Et ça le fait rire par exemple. Et il dit à d'autres, il y a plusieurs passages comme ça, où il décrit quand même une certaine violence sur lui, une certaine noirceur, les moments où il se mutile, etc. Enfin, où il se mutilait, etc., etc. Mais à la fin, il dit par exemple que il apprécie les aspects positifs de la vie, se retrouver avec les gens qu'il aime bien, pour faire la fête, pour boire des coups, et qu'il apprécie la compagnie, et que s'il est toujours... Il dit qu'il est toujours agressif, toujours violent, mais qu'il a mis tout cela un peu en veille et qu'il le montre dorénavant un petit peu moins. Et donc on sent un petit peu que le gars qu'il a grandi, qu'il a vieilli, et que finalement il s'est accoutumé avec ses côtés les plus dark et les plus sombres, et que maintenant il a moins besoin de mettre en avant toutes ces choses extrêmement violentes et extrêmement négatives. Et c'est pour ça que je dis qu'à certains moments, est-ce qu'il habite
complètement voilà, ce qui joue aujourd'hui par rapport à ce qu'il est devenu? Bah, c'est une question. Donc voilà, bah, si vous lisez cette interview, vous pourrez me dire, je dis pas, attention, hein, je dis pas que c'est quand même quelqu'un qui à certains moments montre combien en fait il a été très mal et combien voilà, il a fait des choses qui sont particulièrement sordides et particulièrement violentes. Je ne remets pas en cause son intégrité et la sincérité de ce qu'il a pu faire à certains moments. Mais à ce moment T de cette interview, voilà, ça me semble un petit peu... c'est pas évident tout ça. Donc si vous lisez l'interview, vous pourrez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je vais faire malheureusement l'impasse sur toute la partie qui va concerner la Pologne, tout simplement voilà, pour une question de temps et parce que ça m'a peut-être un petit peu moins intéressé que les deux précédentes parties, même si il y a des interviews de Evil Fist et notamment voilà qui est une super interview voilà de Grim Spirit. Voilà, c'est un one man band, donc c'est vraiment la personne qui est derrière ce groupe de black metal symphonique, un petit peu primitif, en tout cas très immersif et très intéressant. Il a à un moment voilà un discours sur un petit peu voilà la dichotomie qu'il peut y avoir entre la misanthropie et le nationalisme. Il parle de tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, Mugloa, il y a plein de groupes qui sont vraiment hyper intéressants voilà, dans cette partie aussi, mais voilà, par souci voilà, pour que cette vidéo soit pas trop longue, je vais pas en parler ici, j'en reparlerai peut-être un autre jour. Où c'est qu'il est le bouquin? Il était là. Donc voilà, un bouquin que je vous conseille voilà, fortement de lire si vous êtes un amateur de black metal ou si vous voulez découvrir cette musique. The Cult Never Die, un super bouquin à découvrir ou à redécouvrir. Donc une fois de plus, je remercie tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent et tous ceux qui soutiennent Rizemol. Je l'avais déjà dit dans une précédente émission, il y a une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous rejoindre. Donc je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Rizemol.